Le ARL du Krebsbach à Bernwiller cultive des grandes cultures, des légumes de plein champ et du miscanthus. En non-labour depuis la fin des années 90, elle s'est convertie en agriculture biologique en 2017-2018 et dispose de 85 hectares de SAU, dont 70 à 80% se situent sur des zones de captage à enjeux prioritaires. Jérémy Dittner s'est installé sur l'exploitation de ses parents en 2014, d'abord en double activité et depuis 2019 à temps plein. Depuis 3 ans, il travaille avec des thés de compost et des ferments lactiques. Suite à notre conversion en agriculture biologique, on est vraiment sorti de notre zone de confort. On est sur un système céréalier, sans élevage, donc il fallait trouver des pistes d'auto-fertilité, de fertilité au niveau de nos sols. Et donc en sortant de cette zone de confort, on a vraiment cherché des pistes à travailler pour pouvoir assurer une fertilité sans finalement les engrais de synthèse qu'on pouvait utiliser auparavant. Et là est apparue assez vite la piste de la microbiologie, de la gestion de l'activité biologique de nos sols. Et donc en cherchant sur ces sujets-là, je me suis pas mal promené dans différentes fermes et aussi également j'ai pu suivre plusieurs formations, dont une formation réalisée par Ecodine sur 9 jours, où il y avait l'intervention d'un agriculteur et d'un agronome allemand qui avaient mis des techniques, justement l'utilisation des ferments et des thés de compost en place depuis quelques années déjà dans les pays germanophones avec succès, comme l'Autriche, l'Allemagne. Et donc j'ai suivi ces formations-là. Et après, c'est en échangeant avec des agriculteurs qui mettent ces techniques en place que l'on progresse et qu'on obtient de nouveaux retours d'expérience et qu'on avance au fur et à mesure. Il a testé ces thés et ferments sur de petites surfaces la première année, avec de bons résultats par endroit, sur maïs notamment, mais aussi des échecs liés à la gestion du désherbage. Sur pommes de terre, les résultats concluants lui ont permis de se passer du cuivre contre le mildiou et même de l'antidorifort sans problème de taupin constaté jusque-là. Nos ferments et nos thés, on les utilise à des moments différents. Les ferments, on les utilise plutôt sur le sol. Dès qu'on travaille le sol, on met des ferments pour leurs propriétés antioxydantes. On met aussi ces ferments pour inoculer les sols sur une activité biologique favorable. Et donc on les couple souvent à la destruction d'un couvert qui va relarguer beaucoup de sucre, qui vont permettre le développement de ces ferments dans le sol. Et ces ferments, en même temps, en contrepartie, vont permettre de réorganiser très rapidement les éléments minéraux libérés par ce couvert détruit. Également, on injecte des ferments derrière une dent de fissuration pour vraiment obtenir un profil de sol le plus grumeleux possible sur un horizon quand même de 20 cm et ne pas avoir que cette forme très grumeleuse que sur les 3 ou 4 premiers centimètres du sol. Ensuite, les thés de compost, eux, viennent en végétation sur la feuille, sur la culture, pour en fait optimiser l'activité photosynthétique de la plante. L'idée, c'est de faire produire le maximum de sucre à la plante. Pourquoi? Grâce à la photosynthèse. Et pourquoi lui faire produire le maximum de sucre? Alors, plus elle produit de sucre, plus elle est en capacité d'exuder en fait du sucre par ses racines. Et c'est ces exudats racinaires qui vont nourrir l'activité biologique de notre sol. Donc on va avoir une activité biologique beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, grâce à ces exudats racinaires, grâce à une couverture le plus longtemps possible, une couverture verte, pas forcément un paillage détruit, mais une couverture verte de nos sols. Donc nourrir au maximum cette activité biologique. Et avec les ferments, en fait, c'est aussi d'avoir une activité biologique la plus diversifiée possible à la base. Et derrière, la nourrir avec les thés de compost. Donc avoir le plus gros volume d'activité biologique et le plus diversifié possible. Alors pour le thé, il faut que ça soit une multiplication en aérobie, donc ça veut dire dans un milieu oxygéné. D'où l'utilisation en fait d'un compresseur qui va oxygéner l'eau et l'utilisation finalement d'un vortex qui va mettre cette eau en mouvement et qui va maintenir cette oxygénation. Et donc là, on y met un compost, un lombricompost que nous avons acheté. On va rajouter encore des algues. Donc le compost et les algues, ça va vraiment nous faire la partie, on va dire la diversité des micro-organismes. Et ensuite, on va rajouter à manger pour ces micro-organismes pour qu'ils puissent se multiplier dans de bonnes conditions. Donc on va rajouter de la mélasse. Et nous allons rajouter aussi de l'orge maltée. Par exemple, pour 300 litres d'eau, là, si on traite à 50 litres de thé à l'hectare,
Ça nous fait à peu près 6 hectares et demi, avec 300 litres de thé là, que l'on prépare. Donc on le dilue après avec de l'eau, hein, bien sûr, mais voilà, pour ça, on utilise à peu près 2 litres de compost. Donc voilà, autant dire, c'est un coût de revient qui est très faible. On va utiliser à peu près 300 millilitres de mélasse. Donc pareil, on est sur des coûts très faibles. Je vais utiliser 300 à 400 grammes d'orge maltais mycorhizée et un peu moins de 100 grammes d'algues. Donc on est vraiment sur des choses qui ne coûtent pas très cher à multiplier. Le coût, ça va être selon pour quelle théière vous allez opter, donc l'investissement matériel de votre théière, l'énergie que votre théière va consommer à travers le compresseur, à travers le fonctionnement des résistances qui vont permettre d'arriver à une température à peu près de 20 à 22 degrés. Et après, c'est le passage du pulvérisateur finalement qui va être la chose la plus onéreuse dans cette étape-là. Les ferments, finalement, ça revient à faire une fermentation lactique, finalement, sur le même principe que l'on peut faire fermenter du chou par fermentation lactique pour sa conservation, pour garder les nutriments. Ben là, nous, on fait fermenter une diversité de plantes importantes. Donc souvent, au départ, on achète la première souche. Donc c'est issu d'une trentaine de dicotylédones que l'on peut trouver dans la nature. Donc ça nous permet déjà d'avoir une souche, on va dire, très diversifiée. On la multiplie une première fois. Et donc après cette première multiplication de souches, je la garde bien au chaud et je la réutilise en fait pour en refaire des multiplications. Et c'est par exemple cette souche, je l'ai mis dans ces bidons-là, que on va remultiplier en fait 7 souches nouveaux dans 1000 litres. Donc on va utiliser 40 litres de souches pour refaire 1000 litres de ferment. Dans la fermentation, elles vont consommer du sucre. Donc on va aller ajouter de la mélasse de canne à sucre pour donner à manger finalement à ces bactéries, leur permettre leur multiplication. Et pour assurer une fermentation assez rapide et une fermentation relativement contrôlée, on va chauffer en fait nos cuves à une trentaine de degrés. Et alors au bout de 5-6 jours, en fait, la fermentation se finit. Et pour arrêter le chauffage, pour estimer quand nous arrêtons la fermentation, nous mesurons en fait le pH de cette solution, le pH que nous retrouvons dans cet IBC. Et donc c'est quand le pH est passé en dessous de 3,8, le ferment se stabilise. Et donc là, il est prêt au stockage. En plus du ferment souche, dans chaque multiplication, nous rajoutons encore des plantes que nous allons cueillir un peu autour de la ferme. Toujours des dicotylédones et toujours des plantes sans présence de terre, donc pas de partie racinaire, feuilles, tiges et pas des plantes souillées par de la terre. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas amener des micro-organismes exogènes dont on ne maîtriserait pas forcément la multiplication. Si le thé doit s'utiliser de suite, il est possible de stocker les ferments quelques mois avant usage. Pour cette activité, l'exploitation a investi dans une fraise pour scalper les couverts et dans du matériel de pulvérisation d'occasion. On est quand même passé de une culture à la fin des années 90 à finalement 10 cultures l'année dernière. Donc c'est toute cette approche globale. Ces techniques-là sur la microbiologie rentrent dans cette approche globale. Et donc cette approche globale, économiquement, on pourra en juger en fait peut-être avec quelques années de recul en plus. Je pense qu'il faut se donner un délai au moins de 5 ans pour pouvoir juger de ça. En tout cas, pour l'instant, finalement, on réduit quand même la partie achat d'intrants de manière significative, vu qu'on multiplie finalement nos micro-organismes. Après, vu qu'on est sur des nouvelles techniques et que nous, on a envie d'aller assez vite, on se permet un peu des prises de risques parfois aussi, qui sont parfois peut-être plus importantes que certains voudraient accepter aussi. Donc c'est sûr, quand vous avez une prise de risque, si vous loupez une parcelle, effectivement, là, vous avez directement un impact économique qui peut être important. Mais cette prise de risque, on se rend compte aussi qu'elle permet parfois d'avancer plus vite. L'objectif poursuivi par Jérémy est de prendre son indépendance vis-à-vis des intrants résultant d'un système mondialisé, mais surtout de gagner en résilience en augmentant le taux de matière organique dans ses sols pour les préparer au mieux au changement climatique.